Bonjour, bienvenue à ce webinaire qui est consacré aujourd'hui à l'IA et à la robotique dans le cadre d'un programme européen AgriFood TEF. Je suis Stéphanie Schoen, directrice écosystème du pôle Actantis. Donc, nous sommes le pôle Deep Tech numérique photonique de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie. Donc, nous nous occupons en particulier des sujets, mais pas uniquement, à la fois IA et à la fois robotique. Voilà pourquoi nous organisons ce webinaire avec notre partenaire et membre INRIA à Sophia Antipolis. Merci aux partenaires qui sont donc Aquavalley, Agri Sud-Ouest et VG-Police Vallée qui nous ont rejoints dans la proposition de ce webinaire pour avoir une audience la plus large possible sur ce sujet. Quelques éléments techniques. Le premier élément technique, c'est que le webinaire est enregistré pour que nous puissions ensuite le proposer en mode replay. Les micros des participants sont coupés. Si nous sommes peu nombreux, nous pourrons les ouvrir pour vos questions. Sinon, je vous invite à utiliser le module questions qui est à votre disposition à tout moment. On a 1 heure de temps. Cette heure de temps est faite pour présenter, bien évidemment, mais pour vos questions. C'est ça le plus important. C'est le bon moment. Ils vous le présenteront tout à l'heure. C'est le bon moment de travailler sur ce sujet. Donc, qui sera présent pour vous présenter le programme? C'est donc INRIA, donc Philippe Martinet qui va se présenter tout à l'heure, INRIA Sophia Antipolis, et Christophe Gaviglio, je ne sais pas comment prononcer, de l'Institut français de la vigne et du vin. Un petit élément sur l'agenda, donc on va directement passer sur le sujet de la présentation du projet, comment ça fonctionne en termes de parcours, hein, comment une entreprise peut en bénéficier, qu'est-ce qui est fait au niveau de l'offre française, puisqu'il y a un certain nombre de pays européens qui sont concernés par ce programme, et une présentation de l'offre gratuite. C'est tout l'objet hein, de ce webinaire, c'est quoi faire, comment le faire et combien ça coûte, et quelques échanges avec les entreprises, bien évidemment, vous. Je vais passer la main directement à Christophe. Alors, je fais le passage. Ok, j'espère que vous voyez Parfait, bien. super. Très bien. Bon, Oui, je bonjour vois à bien. toutes et à tous. Juste un instant, si les auditeurs ne voient pas, vous pouvez le mettre dans le module questions. Quelquefois, on n'a pas trop de retour, donc on ne sait pas, et au bout de 5 minutes, on se rend compte qu'on ne voit pas. Donc, je préfère quand même poser la question à ceux qui sont participants. Normalement, s'il n'y a pas de réaction, c'est que merci beaucoup, Thierry, tout est OK. On peut y aller. À vous, Philippe et Christophe. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup et bonjour à tous et à tous. Je suis très heureux d'avoir l'opportunité ce matin de vous présenter dans ce webinaire le projet européen AgriFood TEF et surtout l'opportunité que ce projet représente pour vous de faire de la R&D intéressante dans le domaine de l'IA et de la robotique, dans les domaines de l'agriculture et de l'agro-food, on va dire. Alors, pour rentrer très vite dans le sujet, hein, qu'est-ce que le projet AgriFood TEF? C'est un projet européen qu'on va vous détailler un petit peu plus, mais qui effectivement est un levier financier pour vous, pour le développement de vos innovations. Aujourd'hui, nous sommes 2 membres du nœud français de ce projet européen à vous présenter des éléments techniques. On va être assez rapide sur la présentation du projet et des exemples de services parce qu'on veut laisser un temps de parole et un temps de questions important à la fin pour vous, pour voir de quelle manière vous pouvez vous projeter dans l'utilisation de ce projet et de ce levier financier. Vos interlocuteurs du jour, donc c'est moi-même et Philippe Martinet de l'INRIA, qui va peut-être pouvoir parler tout de suite pour se présenter. Et puis je continue. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, très Allô? bien, Oui, ok. très bien, on t'entend Donc, très bien. bonjour à tous et meilleurs vœux, bien sûr,
pour cette nouvelle année. Donc, je suis Philippe Martinez, je suis directeur de recherche au Centre INERIA d'Université Côte d'Azur. Je suis expert en robotique, ça fait depuis longtemps. Auparavant, j'étais enseignant-chercheur à l'École centrale de Nantes et auparavant, j'étais à l'Université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand, à l'Institut Pascal. Ça fait depuis longtemps que je travaille en agriculture et en particulier en robotique mobile. J'ai une expertise en robotique, modélisation, perception, commande, également en navigation autonome et actuellement dans le cadre de Centauri, donc à l'INRIA, je développe des activités de recherche en analyse de situation et décision, navigation en présence humaine, c'est-à-dire lorsqu'on a des robots, bien sûr, qui naviguent parmi les humains. Dans cette équipe à Centauri, on s'occupe aussi de robots terrestres, aériens, et auparavant, j'ai travaillé beaucoup sur les manipulateurs. Et enfin, je suis un spécialiste de commandes référencées capteurs, commandes référencées vision. Je ne vais pas en dire plus. Vous verrez dans les infrastructures qu'on a mises en place que ça correspond effectivement avec notre expertise. Voilà, merci Philippe. De mon côté, donc Christophe Gaviglio, je travaille à l'Institut français de la vigne et du vin sur tout ce qui est recherche et expérimentation. Alors moi, je suis plutôt spécialisé sur la mécanisation du vignoble et c'est par la mécanisation du vignoble que je suis rentré dans tout ce qui est nouvelles technologies, robotique, capteurs, intelligence artificielle, tout ce qui peut être nouvelles technologies appliquées à la viticulture. Et donc dans ce projet, ben, on va finalement apporter l'expertise métier vigne qui va pouvoir être tout à fait complémentaire de l'expertise robotique, système, navigation dont parlait Philippe à l'instant. Donc j'insiste pas non plus beaucoup sur mon CV, c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est ce qu'on peut faire dans ce projet. Donc on va parler du projet, du parcours d'une entreprise pour bénéficier de ce levier financier, de l'offre française, et après Philippe prendra la suite sur l'offre de services gratuite INRI. Et enfin, j'espère qu'on aura un temps d'échange important à la fin. Le projet AgriFood TEF, donc comme son nom l'indique, TEF c'est pour Testing and Experimentation Facilities. Ça veut dire que dans ce projet, on va vous mettre à disposition des moyens de test et d'expérimentation sur le terrain, de manière modélisée, sur de l'IA et de la robotique pour la production agroalimentaire. C'est un projet qui est sur 5 ans, qui représente 10 millions d'euros donc de financement pour le nœud français sur 60 millions d'euros au total. L'idée de ce financement, c'est d'améliorer des infrastructures d'essai pour accueillir des entreprises qui travaillent dans le domaine de l'IA et de la robotique et pouvoir faire des remises allant jusqu'à 100% aux PME clientes de ces services qu'on pourra proposer sur nos infrastructures grâce au financement européen. Bien sûr, c'est tout ça du temps d'accompagnement, du temps d'expertise et du temps d'expérimentation avec vous. Donc ce projet, il permet quand même de structurer l'écosystème européen d'essai autour de ces thématiques. Et puis, il permet aussi d'adapter l'offre de services à la demande des entreprises. Donc on est aussi très à l'écoute de la demande en matière de tests et d'expérimentation des solutions que vous pouvez développer pour les agriculteurs dans différentes filières ou dans la chaîne agroalimentaire. Le point important de cette diapo, c'est ce qui se situe en bas à droite. Hein. Vous voyez, dans l'échelle de temps, le projet il est sur 5 ans, il a commencé en 2023. Donc 2 ans se sont écoulés, 2 ans pendant lesquels on s'est bien structuré, on a bien défini les services qu'on est capable de proposer, on s'est équipé pour ces services. Il nous reste dans ce projet maintenant 2025, 2026, 2027 pour travailler vraiment avec vous, avec les entreprises. Et il faut prendre en compte dans ce timing qu'on a en plus la saisonnalité qui est un élément fort en fait dans toute l'activité agricole en lien avec ce projet. Donc en fait, il reste 3 saisons agricoles pour réaliser des expérimentations sur nos infrastructures de test et d'essai et avec les moyens qu'on peut vous mettre à disposition. Donc saisissez votre chance sur la fin du projet, c'est maintenant ou jamais.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Offrir des prestations de services aux entreprises, c'est financer l'innovation dans les domaines de l'IA et de la robotique pour l'agriculture et l'agroalimentaire, grâce à l'accompagnement qu'on peut faire auprès de vous, les entreprises, soit avec notre expertise métier, soit avec notre expertise technique. Par exemple, si vous voulez aller sur un secteur que vous ne connaissez pas, la viticulture par exemple, et vous me demandez, moi j'ai une solution technologique qui me paraît super intéressante, mais est-ce que le cas d'usage que j'envisage est pertinent et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir une offre de service avec une certaine valeur ajoutée à la fin? Typiquement, là-dedans, on peut vous accompagner en vous proposant un accès à des infrastructures de pointe ou à des infrastructures beaucoup plus basiques comme un vignoble expérimental et avec certaines facilités en fait, comme du stockage pour tester, évaluer les solutions, etc. Et on va le voir dans la présentation qui suit, l'aspect réseau et l'aspect réseau du nœud français va permettre de trouver une complémentarité peut-être pour développer vos produits et vos services. Donc le projet, il est à l'échelle européenne et donc oui, on peut trouver des complémentarités à l'échelle du nœud français, mais à l'échelle de tous les pays participants dans ce projet européen, on peut aussi trouver des cas d'études, des terrains d'expérimentation dans d'autres pays et d'autres secteurs que ceux qu'on va pouvoir évoquer très rapidement tout à l'heure. Donc ça représente quand même beaucoup d'opportunités d'aller sur des infrastructures expérimentales dédiées quand même. Comment ça se passe pour vous si vous voulez rentrer dans le projet AgriFoodTech et bénéficier de ce levier d'accompagnement? C'est très simple, hein, on va vous proposer, nous, des compétences et des expertises à la fois sur les aspects métiers, ça peut être l'élevage, la viticulture, les grandes cultures, et une expertise aussi IA et robotique, puisqu'on a dans le partenariat du nœud français une très bonne complémentarité, comme on essaye de l'illustrer aujourd'hui avec cette présentation à 2 voix, moi et Philippe. Typiquement, ce qu'on vous propose, donc, c'est de l'accès à des infrastructures expérimentales qui, comme vous le voyez sur ces illustrations, sont soit des infrastructures fixes qui permettent de tester des choses dans des conditions hyper contrôlées, éventuellement faire de la simulation, hein, comme vous le voyez sur un écran qui permet de simuler une situation qui pourrait être rencontrée par un équipement mobile, mais aussi c'est la possibilité d'aller dans les champs avec des animaux ou sans animaux, voire, comme va le détailler Philippe tout à l'heure pour l'IA, de bénéficier d'un laboratoire mobile, en fait, un petit camion avec tout l'équipement nécessaire pour vous accompagner sur différents sites. Alors, une fois qu'on a collecter auprès de vous le besoin, c'est-à-dire j'ai besoin d'être accompagné techniquement, j'ai besoin d'une expertise sur ma solution technique, j'ai besoin d'un accès à la réalité du terrain, et nous on va rédiger une offre de service correspondante, hein. Par exemple ici, j'ai besoin d'accès à un vignoble et à un local de stockage pour mon robot pour développer ce prototype avec une expertise métier. Typiquement, nous, on a l'infrastructure pour ça, puisqu'on peut vous accueillir sur site et vous proposer cet accompagnement. Donc, on traduit ça en moyens et donc en offre de service avec des détails qu'on peut mettre dans notre offre, dans notre devis. On va contractualiser, bien sûr. Alors, bien sûr, il y a quelques critères, hein. Il faut être une PME européenne et puis il faut respecter quelques règles en lien avec le financement qui est affecté à ce projet, notamment la règle des minimis. On peut laisser ces questions-là pour les questions justement à la fin de la présentation si vous avez envie de détailler, mais ce qui est important, c'est de voir qu'il y a quelques critères assez simples pour l'éligibilité en fait au financement pour vous de ces services. Et puis bien sûr, on va réaliser les essais, les tests et les expérimentations. Et parce que c'est un projet européen et qu'on utilise quand même de l'argent public, on va avoir besoin d'un feedback de votre part à la fin pour dire est-ce que le service s'est bien passé, est-ce que tout est OK, est-ce que vous êtes satisfait, est-ce que vous êtes prêt à revenir tester d'autres choses avec nous, etc., etc.
voilà, quelque chose de très commun finalement dans une relation de prestation. Sur cette diapo, vous avez l'ensemble des partenaires français de ce projet européen, donc avec l'ELNE, l'INRIA, les instituts techniques agricoles, avec la tête de pont qui est l'ACTA, l'INRAE, les chambres d'agriculture. Tout ça, ça vous montre quoi? Ça vous montre que en termes de compétences et de filières, et donc de cas d'usage possibles, d'infrastructures auxquelles vous pouvez avoir accès, il y a une grande diversité qui doit répondre à beaucoup de besoins, que ce soit des besoins purement technologiques, en sciences de données, en robotique, ou des choses plus terre à terre sur le terrain. Vous avez des grandes cultures qui sont représentées, la vigne et le vin qui sont représentés, l'élevage qui est représenté, beaucoup d'infrastructures pour chacune de ces filières, et puis un accompagnement technique fort sur l'IA et la robotique avec l'INRIA, INRAE et le LNE. Géographiquement parlant, on est donc dispatché dans toute la France, évidemment. On ne va pas faire le détail de toutes les infrastructures qui sont listées et du réseau que cela représente, mais bien sûr, bon, dans ce réseau, on a un certain nombre de digifermes. Alors, pour faire vite, hein, c'est un label qui permet de reconnaître l'excellence des pratiques en matière d'innovation et de nouvelles technologies dans les différentes filières. En termes d'infrastructures de tests et d'essais, on a une certaine distribution statistique, voilà, par culture, par cluster et par expertise, hein, sur les données, les systèmes physiques, les algorithmes, l'évaluation, suivant que les installations soient fixes, mobiles, reconfigurables pour s'adapter à votre besoin. Ça permet simplement d'illustrer en fait la grande diversité des solutions qui sont offertes et a priori, quel que soit le besoin, on va pouvoir trouver dans le nœud français matière à répondre à ce que vous pourrez nous demander. Donc l'offre de service du nœud français, pour aller un peu plus loin que simplement la présentation des différents partenaires, elle est organisée comme cela, hein, avec un soutien tout au long du processus de développement de votre solution, avec différentes catégories de services, de la formation, la fourniture de bases de données sur différentes cultures, l'expertise terrain pour l'accompagnement vers un cas d'usage utile, la certification, des tests dans les fermes expérimentales, des tests en laboratoire aussi. Donc beaucoup de choses différentes et complémentaires en fonction du niveau de développement des solutions sur lesquelles vous avez besoin d'un accompagnement et d'une expertise. Quelques exemples concrets avec différents niveaux justement de technologie. Voilà ce que pourrait proposer le LNE par exemple, hein, pour un fournisseur de machines, avec un cas d'usage qui est la pulvérisation intelligente pour un traitement ultra localisé des cultures. Et donc on est sur de la simulation en fait d'un cas d'usage. Et ce qui est intéressant, c'est voilà, d'avoir ces situations qui sont décrites, qui sont numérisées et qui permettent de tester des choses indépendamment du terrain pour une première phase d'analyse de la solution qu'on va utiliser. Voilà, ça peut être intéressant de commencer vraiment par la simulation. Je ne vais pas plus loin. À l'IDEL ou à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, un cas d'usage qui est un support de test de robots en conditions réelles sur un parcellaire de ferme expérimentale. Donc accès à la parcelle pour tester le robot, accompagnement des équipes techniques, enfin par les équipes techniques de l'IDEL pendant les tests, et acquisition de données en conditions réelles, avec des protocoles donc qui sont effectivement le pain quotidien des instituts techniques agricoles. Voilà, exemple avec un robot CITIA là que vous connaissez peut-être.
À l'IFV, pour la filière viticulture, on peut avoir exactement le même style de service, hein, accompagnement pour le développement d'un prototype ou d'une fonctionnalité sur un robot, mesure de la performance, pareil avec des protocoles, etc. Mise à disposition de certaines facilités pour le stockage et le bricolage, accès aux parcellaires viticoles avec la logistique que ça suppose, mais surtout l'accompagnement pour les textes et les expérimentations. Le dernier exemple de service, encore une fois pour la vigne, j'en profite parce que je suis là à présenter, c'est pour un cas d'usage sur la détection des maladies au vignoble, avec un capteur embarqué sur un tracteur viticole qui va détecter un certain nombre de choses sur le feuillage, sur l'état de santé de la vigne. Typiquement, c'est le genre de service où on peut avoir une grande complémentarité entre partenaires et notamment avec l'INRIA, notamment sur le sujet de la fourniture de jeux de données, sur la structuration des jeux de données, parce que c'est un peu leur spécialité quand on va parler d'IA et de robotique, ce qui me fait une excellente transition pour laisser la parole et la main aussi à Philippe pour présenter la suite et notamment un exemple de service à l'INRIA. Bien. Est-ce que vous voyez mon transparent? Très Exemple bien. de service INRIA? Là, on est Très bien. encore sur, ouais, on est sur la présentation que fait Christophe, mais Et je peux c'est arrêter le parfait. partage et te donner la main du coup. On peut Ouais. basculer. Est-ce que Philippe, je donne la main? C'est peut-être plus facile Ouais, pour vous. ça sera plus Oui, c'est plus facile. facile. Merci. C'est plus facile. Allez, on y va. Montrer mon écran. OK, c'est bon. En attendant, est-ce qu'il y a des questions des auditeurs? Il y a des sujets peut-être à creuser sur la première partie de présentation? Moi, j'ai une petite question, si j'ai le droit. Bien sûr. On parle j'ai vu passer le sujet contractualisation. Ça se passe comment? C'est avec qui? Et combien de temps ça prend? Parce que c'est quand même un sujet, si on est sur des startups qui doivent aller un petit peu vite, comment ça fonctionne? Philippe, on a quelques diapos sur ce sujet à la fin, si c'est Ah bah nécessaire. alors on y va à la fin. Alors ok, pas de souci. J'ai pas On vu en parle à la fin? On en parle à la fin, pas de souci. Mais en tout cas, je pense qu'il y a peut-être un point central. Oui. Et la deuxième question, mais peut-être que vous le traitez aussi, c'est que là, on parle du nœud français, voilà, pour les partenaires français. Est-ce qu'il y a des possibilités entre des partenaires français et des partenaires d'autres pays européens avec d'autres nœuds? Est-ce qu'il y a des liens? Est-ce qu'il y a des expérimentations cross-frontières? Voilà, Bien sûr, il y a des liens possibles. Ouais. Alors, en fait, au niveau d'AgriFoodTech, au niveau européen, ce qu'on envisage de faire, c'est les packages de services qui permettent de lier des services à la fois de deux pays différents. Comme on va le proposer justement dans l'illustration, exemple de service INRIA et puis celui qui a été présenté juste avant par l'IFV, de manière à regrouper les compétences. Et puis des fois, c'est aussi regrouper des installations qui sont pas accessibles partout. Comme par exemple, si on veut tester de la mobilité dans des environnements contrôlés, tout le monde n'a pas la chance d'avoir accès à un environnement dans lequel on peut générer du brouillard, de la pluie, etc. Donc, il peut y avoir effectivement un partenaire ou un unique partenaire qui a cette installation et donc, du coup, elle devient accessible à l'ensemble des entreprises européennes. D'accord? Et ça se fait à l'aide de ce qu'on va appeler des bundles de services dans lesquels on va agglomérer les tests en environnement contrôlé et puis des tests en environnement terrain. Voilà un exemple typiquement de ce qui peut se faire. Parfait. On a une petite question, du coup, j'en profite, Philippe et Christophe. Allons-y. Donc, est-ce que AgriFoodTech est accessible pour des groupes semi-conducteurs internationaux? Alors, si c'est plus une PME, du coup, on est dans le cadre du financement à 0%, mais bien sûr, il est accessible. Il n'y a pas de réduction. En fait, c'est les règles du projet, c'est de favoriser le développement des PME et des startups en priorité, et que tout en laissant l'accès effectivement aux grands groupes de pouvoir effectivement y accéder. Parfait. Je pense qu'on a répondu à la question de Laurent. Donc, vous pouvez y aller, c'est plus cher, c'est tout. Voilà, c'est ça. Donc du coup, comme l'a expliqué Christophe juste avant, donc dans le cadre des collaborations au sein du nœud français,
Donc l'IFV a indéniablement donc l'expertise de la vigne et éventuellement du monitoring de la santé effectivement de la vigne et de son développement. Nous, c'est pas notre cas. Alors bien sûr, on peut avoir des partenariats par ailleurs, mais c'est pas notre vocation première. Notre vocation première pour nous, c'est de travailler en robotique. Alors dans le cadre de AgriFoodTech, on a mis en place un Living Lab que vous voyez ici. Et donc l'exemple de service, c'est d'aller sur place, sur un site qui est donné par le client, pour pouvoir faire des acquisitions de données. Donc, on élabore le besoin, on fait le choix du robot. On peut travailler avec des robots mobiles ou avec des robots aériens. On les a équipés actuellement avec pas mal de capteurs, vous le verrez donc juste après. On prépare la mission, on crée la structure de données, on fait l'acquisition des données, on augmente les données. Alors, pour tout ce qui est, on va dire, associé à la navigation autonome, eh ben, on fait de la cartographie et des choses comme ça. Mais lorsqu'il s'agit d'aller chercher l'expertise, effectivement, côté santé ou développement, effectivement, de la vigne, on va aller faire une collaboration avec l'IFV de manière à augmenter les données avec les données donc, de l'IFV. Et bien sûr, on met à disposition le dataset. Voilà, donc ensuite, donc, je reviens ici. Donc, nous avons un site web que vous pouvez aller voir effectivement, donc, qui reprend effectivement la description de nos infrastructures. Alors, les objectifs d'INERIA, c'est bien sûr, c'est comme ça a été dit, AgriFoodTech, c'est pour les PME, les startups, développement en IA et ou robotique. Donc, dans le secteur agricole, agri-food, les métriques, ça suit les standards européens pour l'évaluation des performances de robots. C'est notre obligation. On doit suivre effectivement ces standards pour délivrer les tests et évaluations. Les datasets, nos services sont de produire des datasets à partir de robots mobiles équipés de plusieurs capteurs. La même chose pour des drones aériens et également d'intégrer et de balader, donner la mobilité à des capteurs spécifiques clients au besoin, bien sûr, en fonction bien sûr, du produit que développe le client. Tester et évaluer, donc on teste et on évalue des algorithmes de navigation, que ce soit pour la robotique mobile ou pour les drones, et également on fait aussi des services pour évaluer les capteurs, par exemple comparer du multispectral avec de l'hyperspectral si la société par exemple est intéressée de savoir si ce qu'elle fait en hyperspectral peut avoir un intérêt dans le multispectral ou pas. Actuellement, nous avons un client dans ce secteur-là où évaluer des fonctionnalités robotiques. La fourniture de datasets, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? On collecte des données, on les augmente, on fournit la dataset, on donne accès à ça comment dire, aux clients. Les secteurs, c'est les cultures arables, l'horticulture, l'arboriculture, la viticulture, mais également la transformation de produits agricoles, effectivement, dans tout le secteur manufacturier. Donc ça, on sait faire aussi de la navigation autonome en environnement intérieur. Les équipements, on a des robots terrestres et aériens, comme on a dit. Les capteurs, on a les caméras LIDAR, RTK, GPS, IMU, caméras multispectrales et spécifiques, on l'a expliqué. On a un système pour synchroniser les données, on les géoréférence. Et en augmentation de données, on travaille sur la localisation réelle, le mapping, là, donc la cartographie, les métriques, on fait du post-processing et on fait des annotations. Et quand on a besoin d'une expertise effectivement de métier, on va aller voir au sein du Français qui peut nous la proposer, bien évidemment. Donc en ce qui concerne test et l'évaluation, donc on évalue les algorithmes de navigation qui sont en fait développement et évaluation d'applications en IA. Ces algorithmes de navigation peuvent être aussi bien des algorithmes purement robotiques ou des algorithmes qui sont développés en IA seul, toujours pour les mêmes secteurs et toujours en utilisant les mêmes équipements. Ces algorithmes concernent toujours la cartographie, la localisation, le SLAM, la navigation elle-même et la génération de chemins de trajectoire. On utilise à la fois des métriques qualitatives et quantitatives. Et quelque chose qui nous particularise et qu'on souhaite bien mettre en avant, c'est qu'on a la volonté de faire du benchmarking, ce qui veut dire que si une société, par exemple, développe un SLAM, nous pouvons proposer de comparer les résultats de SLAM de cette société par rapport à ce qui se fait et ce que nous maîtrisons aujourd'hui en intégration sur nos robots. De la même façon, on travaille sur l'évaluation et tests et performances de capteurs et de fonctionnalités robotiques.
Donc, toujours dans des environnements qui sont contrôlés, sont dans nos propres infrastructures donc, et installations, que je vais vous montrer juste après. C'est de la même façon pour les robots. Et on peut organiser aussi des comparaisons de capteurs, en particulier entre différents lidars, différentes caméras ou différents types de robots au besoin. Alors, l'infrastructure à INRIA s'appelle SOFIA. Elle a 5 installations, un laboratoire mobile, une arène de drones, un parking privé et un autre parking donc, qui nous est mis à disposition par la, la communauté, la CASA, la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, et également donc une nef qui est ni plus ni moins qu'un un ensemble de comment dire une ferme de CPU GPU qui nous permet de faire de l'intelligence artificielle. On a des équipements, donc un robot mobile de chez Robotnik. On a deux drones de chez DJI, Matrix 300, un drone de chez Skydrone. On a des serveurs GPU G1 et un ensemble de caméras, comme ça a été indiqué. Alors le robot, le laboratoire mobile, donc c'est un camion qui est complètement aménagé avec une base GPS RTK, les moyens de communication pour faire le monitoring des robots. On a 3 postes de travail qui sont à l'intérieur. Donc on est complètement autonome en énergie également. On a également ce qu'il faut pour pouvoir recharger les robots. Donc on peut se déplacer sur site et assurer une autonomie de fonctionnement pendant toutes les campagnes d'acquisition et de test. On a le parking Azure Arena que vous voyez ici, c'est ni plus ni moins qu'un parking qui a été dédié pour les tests de la navigation autonome des voitures, mais que l'on utilise également pour les robots mobiles et pour les drones. Nous avons également une arène de drones qui est 5 par 6 par 7 mètres cubes, où on peut assurer une localisation réelle submillimétrique avec un système de 12 caméras. Donc ça nous permet effectivement d'assurer le test de fonctionnalité donc en intérieur. Et enfin, on a un environnement qui est un peu, même s'il est un peu structuré, il est quand même bien envahi par les herbes et c'est un environnement plutôt forêt. Donc, qui est un parking privé que je n'ai pas utilisé, qui est complètement disponible pour nous pour faire des tests en outdoor et dans un endroit qui est assez encaissé, donc où les pertes GPS peuvent être effectivement réelles. Voilà, alors comment faire? Il faut nous contacter. Chaque partenaire, en fait, comme vous l'avez vu au tout début, il y a un email, hein, c'est agrifoodtef@ le nom du partenaire.fr, à l'exception de certains. Donc en ce qui concerne Ineria, c'est agrifoodtef@ineria.fr. On fait une réunion physique ou visio, on prépare une demande de service et après Ineria, jusqu'à fin 2027, comme l'a dit Christophe, le service sera gratuit pour vous. Mais après, ça ne sera plus le cas. Donc, profitez-en bien. Et avec le laboratoire mobile, on peut aller n'importe où. Donc, l'originalité du nœud français, c'est aussi de pouvoir dire on a des installations partout en France, mais on peut aller n'importe où. Et ça, c'est quand même c'est un des points forts effectivement du nœud français. Voilà. Donc après, ça c'est l'équipe. On a pas mal d'ingénieurs qui travaillent effectivement pour ce projet et qui sont disposés effectivement à faire les tests et les évaluations. Voilà, donc j'ai terminé la présentation classique. Alors on peut revenir peut-être à la question de tout à l'heure, Stéphanie? Oui, tout à fait. Ouais, ouais, je Voilà. pense que Alors, comment ça se passe? Alors, je suis désolé, mais pour les slides qui suivent, ils sont en anglais. C'est les slides classiques qu'on utilise pour tout type, effectivement, de personnes. Voilà, on a en fait 4 étapes. La première étape qui est la qualification. La première chose qui consiste à dire est-ce que la PME ou la start-up est éligible? Voilà. Donc, on doit à ce point-là, et est-ce que derrière, ce qui est demandé est bien un service qui correspond bien à AgriFoodTef. Donc là, pour ça, on fait un service request, donc avec le client. Donc, on a décrit quel service on veut faire, etc. Mais après, on doit rédiger un petit formulaire. En général, on n'embête pas l'entreprise pour ça, c'est nous qui le faisons. Et à partir du moment où c'est validé, on a une réponse sous une semaine maximum. À partir de là, on prépare un contrat. Dans ce contrat, tout ça, ça dépend effectivement à l'heure actuelle du partenaire.
parce qu'on n'a pas de politique unique pour toutes les infrastructures, tous les partenaires français, c'est pas possible. On n'a pas du tout les mêmes structures effectivement administratives, donc on peut pas faire de la même façon. Donc on a une partie bien sûr qui concerne la propriété, ça c'est évident. Par exemple sur les données, la volonté effectivement de AgriFoodTef, à partir du moment où c'est financé par l'Europe, c'est que les données dont on fait l'acquisition puissent être réutilisées. Donc ça, c'est important. Si c'est que sur un capteur spécifique d'une entreprise, là, dans ce cas, c'est l'entreprise qui décidera, mais si c'est sur des capteurs qui sont propriétaires du partenaire, dans ce cas-là, on se doit de mettre à disposition de l'ensemble des partenaires cette base de données que nous avons créée. Il y a à l'intérieur le devis, bien sûr, l'offre financière, d'accord, bien évidemment, et les réductions qui y sont consenties. Tout est mis là-dedans. On signe le contrat. Une fois que le contrat est signé, on exécute effectivement le service. Une fois qu'il est exécuté, bien sûr, il y a le reporting qui est dedans, hein, ça va de soi. Et une fois qu'il est fait, donc on a le feedback, c'est-à-dire le retour, comme expliquait effectivement tout à l'heure Christophe, on a besoin de savoir si le service satisfait effectivement le client, s'il faut faire des améliorations. Donc c'est important non seulement pour la qualité du service, mais aussi pour l'amélioration des services. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Alors si on revient juste sur les différentes étapes, ça, tout est expliqué ici, mais c'est ce que je voulais venir ici sur l'aspect contrat, puisque c'était ça la question. Donc, on doit lister tous les microservices, c'est-à-dire vraiment tout ce qu'on va faire. D'accord? Donc, tous les services doivent être divisés en petits morceaux et puis on explique effectivement ce qui va être fait. On sélectionne les microservices qui correspondent bien aux besoins. On définit la stratégie de propriété intellectuelle avec la compagnie, ça va de soi, et avec l'utilisateur final, si jamais, par exemple, l'entreprise a un client qui met à disposition, alors ça c'est un peu pour nous à Sofia, on n'a pas d'installation, on n'a pas de culture de blé, on n'a pas de vigne, donc si ça se fait chez Christophe, il n'y aura pas de problème. Mais si ça se fait chez un client d'une entreprise, et bien dans ce cas-là, on a besoin, bien sûr, d'intégrer ce client dans la partie propriété intellectuelle. Ça, c'est indispensable, il faut le savoir, quoi. Ensuite, il faut savoir si on a besoin de le faire plusieurs fois. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire une acquisition, par exemple, tous les mois, toutes les semaines, durant les saisons. Donc, ça, c'est important. On prépare le devis. On fait un planning, bien évidemment. J'ai oublié de parler de ça tout à l'heure. Et on prépare et on signe le contrat. Voilà comment ça se passe. Donc, globalement, alors ça, c'est un peu les grandes lignes. En général, ça se fait à peu près comme ça. Ça dépend de l'entreprise. Ça dépend du sujet. Il y a toujours des particularités, donc ils sont traités. Voilà. Ok, parfait. Donc, si je me mets à la place d'une entreprise, elle a développé un capteur, prenons cet exemple-là. Elle vient vous voir, vous, Philippe? Elle parle d'abord à Philippe avant de parler à quelqu'un d'autre? Comment ça fonctionne, ça? Aujourd'hui, à l'intérieur du nœud français, notre politique, c'est que si aujourd'hui vous avez besoin de la mobilité pour un capteur, Ineria sait répondre. Voilà, c'est-à-dire que on fait l'intégration du capteur dans notre système. On va créer des acquisitions à partir. Par exemple, donnons un exemple très simple. Il y a des sociétés qui font des capteurs pour faire de l'analyse de sol. C'est l'analyse de sol, soit on le fait manuellement, soit on le fait sur un robot qui balade effectivement le capteur sur une exploitation et qui regarde effectivement ça. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire des acquisitions, on peut les géoréférencer, on peut y associer un modèle s'il faut, typiquement, comme j'expliquais tout à l'heure. Et à partir de là, on crée une base de données qu'on peut mettre à disposition effectivement de l'entreprise. Par contre, concernant l'exploitation des données de ce capteur, ça va dépendre de l'entreprise. Est-ce qu'elle souhaite ou pas que l'on calcule en ligne un certain nombre de choses qui l'intéressent? Et ça, il faudra qu'elle nous explique. Ça, on ne peut pas inventer effectivement ça. C'est un peu sujet aussi à la partie propriété intellectuelle. Si c'est effectivement, si cela doit être protégé, il est évident que ça ne pourra pas être diffusé sans traiter le sujet, quoi. C'est clair.
Donc ça, c'est au cas par cas, dans un cas particulier, dans ce cas particulier. Bien sûr. Et dans un cas, parce que j'ai compris test et évaluation jeu de données, Oui, et j'ai aussi compris finalement évaluation du produit technique. C'est-à-dire, oui, on ne parle pas forcément de l'évaluation en in situ, hein, pour capturer de la donnée dans le lieu ou dans l'élément, ou dans pas le lieu, le vrai lieu ou le lieu spécifique que vous avez à Sophia. Si c'est tester un capteur. Là, c'est du test techno, là. C'est oui. d'abord voir comment ça a été fabriqué, etc., etc. Là, on est aussi dans les possibilités. Vous l'aviez mentionné, je crois. Absolument. On peut tester un capteur actuellement, soit en environnement contrôlé chez nous, dans nos installations, soit en environnement réel dans des exploitations. Du Okay. moment qu'on trouve bien sûr le moyen d'accès à cette exploitation, bien sûr. C'est le but justement. Nous, on est spécialiste de mobilité, donc on peut créer la mobilité à tous les capteurs et à tous les produits qui peuvent être intéressants à développer dans le secteur de l'agri-food, en fait, de manière globale. Parfait. Très Et en bien. fait, Est-ce qu'il y a d'autres? voilà, juste pour dire, notre approche à Ineria, ça a été de dire, on peut apporter beaucoup sur tout ce qui est le monitoring de la santé et du développement à partir du moment où on fait des acquisitions et que derrière, les experts du secteur nous disent qu'est-ce qu'il faut réaliser comme calcul, en fait, quelque part, qui les intéresse pour créer la dataset. Voilà. C'est-à-dire augmenter les données. Donc ça, on sait faire. Par exemple, aujourd'hui, on a des applications sur la forêt où on calcule à partir d'une caméra multispectrale, tous les indicateurs associés et disponibles à partir de cette caméra. Donc ça, aujourd'hui, on sait faire. Par contre, par exemple, corréler ces indicateurs avec une maladie, comme le fait actuellement Christophe pour la vigne, bah ça se fait en collaboration avec l'IFV, avec Bien sûr. l'expert du domaine. Voilà. C'est pour bien. Expert marché métier, effectivement. Voilà, évidemment, c'est clair que de la même façon qu'on a des experts métiers sur les cultures arables et sur d'autres secteurs. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires? N'hésitez pas à les poser, c'est le bon moment. Et comme l'a dit Ah oui, Philippe, il faut y aller. ah Après, oui, il ce faut sera y plus aller. Ouais. facile. Est-ce qu'il y aurait encore des questions? Juste pour clarifier, hein, en fait, à Ineria, je peux vous dire, dans le nœud français, on n'a pas tous les mêmes infrastructures administratives, ce qui fait que d'un site à un autre, on peut avoir des services qui sont totalement gratuits ou on va dire à 95% gratuits ou etc. Tout simplement parce que la structure administrative et financière ne permet pas effectivement d'avoir cette réduction de 100%. À Ineria, on est obligé de le faire. On ne peut pas faire autrement. Et il D'accord. faut que vous sachiez que nous sommes payés pour vous. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est très important de dire profitez-en, parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait le long de l'année, c'est déjà financé et en fait, ça sera perdu si vous l'utilisez pas, quoi, en clair. Et ça serait C'est vraiment ça. dommage. Voilà. C'est ça. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des questions? C'est le moment. Sinon, on va conclure. Moi, j'ai pas d'autres questions spécifiques. J'ai vu qu'il y avait des sites là, un site de Christophe sur le sud dans la carte. Ils sont où ces sites? Je vais les mettre. Je vais Reviens à la mettre la carte. carte. Ouais. Je reviens à la carte. Alors, elle est où? Elle Même est s'il y a là. même s'il y a des auditeurs d'un peu partout, j'imagine en France, mais sur le sud, c'était où? Alors, pour l'Institut français de la vigne et du vin, donc moi je suis basé dans le sud-ouest, dans le vignoble de Gaillac. C'est un peu plus haut sur la carte normalement que, Ouais, c'est par là, que là. ce C'est qui est par là, marqué là. là, Oui. mais voilà, c'est un tout petit peu plus haut. C'est voilà, les vignobles du sud-ouest, très proche de Toulouse en fait, Au nord. la métropole toulousaine, accessible par l'autoroute, c'est très facile. Et c'est là
nous avons notre vignoble expérimental, donc qui est dédié vraiment à l'expérimentation, avec un certain nombre de facilités qui permettent d'accueillir les entreprises et le matériel des entreprises. La deuxième localisation de l'IFV, c'est sur le site de Montpellier. C'est adossé au site de l'INRAE, sur lequel il y a des installations fixes de caractérisation de la pulvérisation. Et donc tout ce qui peut être capteur et je dirais adaptation intelligente de la pulvérisation en vigne peut être évalué de manière très répétable sur les installations de l'IFV à Montpellier, puisque c'est vraiment un site dédié à la pulvérisation, alors que le domaine expérimental sur lequel je suis basé est ouvert à beaucoup plus de cas d'usage que la pulvérisation. D'accord, parfait. Très bien. On a une question de Adrien. Quels nouveaux usages, tout ça, ou quels nouveaux usages, pardon, permet l'émergence de l'IA embarquée, ou Edge AI en anglais? Quels avantages pourrait apporter une solution autonome en énergie? Là, je pense que ça dépend du cas d'usage, j'imagine. Alors, il y a deux questions. Les cas d'usage, on peut évoquer plein de choses différentes. Je pense que l'idée, c'est d'imaginer en quoi l'IA peut aider les agriculteurs. Alors, pour ce qui me concerne, les viticulteurs, l'IA, en fait, peut aider à détecter, en faisant de l'analyse d'images et en ayant des jeux d'images pour entraîner des réseaux de neurones pour détecter ce qu'on veut détecter. Ça peut être des maladies, des symptômes, des carences, mais aussi l'état de productivité des pieds de vigne, hein. Je suis passé très rapidement sur ma diapo, mais c'est vrai qu'on peut détecter dans un champ combien de pieds sont réellement productifs, c'est-à-dire qui produisent des raisins, combien sont ceux qui présentent des symptômes de dépérissement. Les dépérissements, ça veut dire on va avoir des symptômes foliaires où on va avoir un pied de vigne avec des feuilles mais pas de raisin. Il peut y avoir aussi des pieds de vigne qui n'ont plus de feuilles, qui sont dépérissants dans l'année. Et donc on va caractériser un indice de productivité du vignoble. Et ça, c'est important pour les viticulteurs pour prévoir les remplacements de pieds de vigne, pour prévoir éventuellement la stratégie d'arrachage et de replantation, pour prévoir les intrants, pour prévoir le rendement, etc. Et ça, c'est vrai que le viticulteur qui passe dans ses vignes, il a beaucoup de mal à avoir cette information avec ce niveau de détail, puisqu'il va dire, oh là là, je vois beaucoup de trous, je vois beaucoup de... Mais quand on sort de la parcelle, on n'est pas capable de dire c'est 20%, c'est 30% ou c'est seulement 5%. On n'est pas capable de dire ça. Alors, ça peut se faire avec des capteurs de proximité, ça pourrait se faire aussi avec des drones, pourquoi pas. Donc ça, c'est pour la partie détection de l'IA. Pour la partie prédiction de l'IA, ça peut être sur des modèles de maladies, des modèles de stress hydrique, des modèles de rendement sur lesquels finalement on va avoir besoin de jeux de données très importants, de jeux de données historiques pour aider à prévoir ce qui va se passer et donc être dans l'anticipation. Puisque le métier d'agriculteur ou de viticulteur, c'est beaucoup de l'anticipation en fait. Et donc l'IA peut jouer ce rôle-là. Voilà. La deuxième partie de la question, c'était sur quoi, pardon? J'ai oublié en C'est discutant. quels avantages pourrait apporter une solution autonome en énergie? Alors une solution autonome en énergie, c'est d'avoir un arpentage presque illimité, sans contrainte de rechargement. Voilà. C'est pas le sujet prioritaire peut-être, mais en tout cas, ça serait un avantage pratique. Ok. Ouais. Alors juste, je Ouais. voudrais compléter sur les aspects mobilité, parce que l'IA aussi est utilisée pour faire de la construction de cartographie, de localisation et de génération de trajectoires ou de chemin. En fait, aujourd'hui, faire tout ce qu'on sait faire actuellement dans les environnements structurés, ici on est dans des environnements semi-structurés, mais qui changent beaucoup lors de la saison.
Et en fait, aujourd'hui, c'est assez difficile de faire ça par des méthodes conventionnelles dites de traitement d'image. Donc, en fait, l'intelligence artificielle, elle, ce qu'elle va faire, c'est justement, c'est de faire le tri entre ce qu'on sait, les a priori qu'on sait, et puis le reste. Elle sait aller chercher là aussi où sont les raisins. Elle est capable, alors bon, il se trouve que j'ai été reviewer d'un projet européen sur la vigne qui s'appelle Bacchus. On est capable de connaître si la grappe qui est située à tel endroit, elle est mûre, pas mûre, si elle a son taux d'acidité, un taux d'acidité suffisant, un taux de sucre suffisant, etc. Donc, on peut faire vraiment du monitoring de culture. On peut faire la même chose, comme l'a très bien dit Christophe, sur le monitoring de la santé. Donc en fait, quand on regarde bien, euh, l'IA peut vraiment aider complètement à avoir une représentation digitalisée en fait de la culture, complète de la culture. Donc ça, c'est vraiment comment dire, un atout pour ces environnements qui sont vraiment difficiles à appréhender, ne serait-ce qu'en traitement d'image classique, quoi. Ok, Donc ça demande beaucoup d'efforts pour finalement, à la fin, voir beaucoup de cas où ça marche pas. Et ça, c'est un peu embêtant, quoi. Voilà. très clair, très clair. Parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, je souhaite remercier au nom des auditeurs Philippe et Christophe pour cette intervention. Je rappelle qu'il faut en profiter, que c'est le moment, et surtout pour aider donc Christophe et Philippe, vous aurez prochainement, enfin dans les 15 minutes normalement, le système va vous envoyer un questionnaire. Dans ce questionnaire, vous avez un choix qui est de savoir si nous pouvons transmettre vos coordonnées ou pas. Idéalement, ce serait bien qu'on puisse transmettre vos coordonnées. On respecte bien évidemment le RGPD, mais c'est vous qui en avez le choix final pour qu'ils puissent vous renvoyer des éléments d'information si nécessaire ou au moins garder votre contact, puisque si vous êtes présent, c'est que vous avez forcément quelque chose à voir avec soit lié à la robotique, soit l'agro. Donc, je vous remercie de répondre clairement sur ce point pour qu'on puisse donner les éléments, donc votre adresse email, pour faire très simple, à Philippe et Christophe pour qu'ils puissent vous recontacter si besoin. Merci à tous et à toutes pour votre attention et écoutez, à très bientôt. Et n'hésitez pas, vous aurez le replay, il sera disponible en général entre 24 et 48 heures, on le met en ligne. Les partenaires en feront de même, je vérifierai avec eux, Aquavalais, Agri-Sud-Ouest et VG Police Vallée. Et je vous souhaite un bon appétit et une bonne fin de journée. Merci. Merci à tous. Bientôt. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Philippe, est-ce que Oui.